Bonsoir à tous. Excusez-nous de ce petit retard. Voilà, pour des questions techniques, nous avions démarré hors antenne, mais ça y est, nous sommes réunis et donc, pardon, merci d'avoir patienté. Je suis Jeanne Bertin-Hugo et au nom d'Alliance Vita, je vous remercie d'être si nombreux à participer au webinaire que nous avons intitulé Euthanasie et suicide assisté, pourquoi et comment dire non. Je remercie aussi tout spécialement nos 3 invités. Claire Dirks vit à Bruxelles. Sa santé est fragile et c'était plus simple pour elle d'enregistrer une vidéo pour partager son témoignage avec nous ce soir. Le docteur Paul Régnier-Vigourou est avec nous pour partager son expérience de 25 ans d'accompagnement des patients en soins palliatifs à domicile. Tugdual Derville est fondateur du service SOS Fin de Vie, animé par Alliance Vita. Il est aussi auteur du livre La bataille de l'euthanasie. Alors, nous souhaitons vraiment que ce webinaire soit interactif et nous répondrons dans le deuxième temps de notre soirée aux questions que vous poserez au fur et à mesure dans le chat. Alors, je vais juste rappeler quelques éléments de contexte avant de passer la parole à nos témoins et experts. Voilà, le mois dernier, notre président Emmanuel Macron a tenu ses propos. C'est le moment de le faire, alors nous le ferons. Il évoquait l'euthanasie avec Lynn Renaud. Et dans les jours qui ont suivi, l'Élysée a annoncé l'ouverture de la Convention citoyenne au moment où le Comité consultatif national d'éthique rendait son avis numéro 139. Dans cet avis, le comité juge qu'il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir et il donne des conditions strictes pour lesquelles cette application serait possible. Donc, il développe ces 2 voies en même temps, une application éthique de l'aide active à mourir et le développement des soins palliatifs. Nous en reparlerons tout à l'heure et c'est Tugdual Derville qui nous donnera un éclairage. Cet avis marque vraiment un revirement du Comité consultatif national d'éthique puisque dans son avis précédent, en 2013, il mettait l'accent sur une distinction essentielle entre mort provoquée et mort naturelle. Alors, dans ce contexte de pression politique et médiatique, pourquoi et comment dire non à l'euthanasie et au suicide assisté? Donc, notre soirée se déroule en 2 temps. Tout d'abord, les interventions de nos 3 invités, Claire Dirks, le docteur Paul Régnier-Vigourou et Tugdual Derville, nourriront notre réflexion pendant à peu près une petite heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Puis, ils répondront aux questions que vous posez dans le fil de la discussion. Voilà. Donc, dès maintenant, et à 22h15, ce sera la fin de notre webinaire. Donc, il est maintenant temps d'écouter nos témoins et experts. Et avec Claire Dirks, pour commencer, nous avons d'abord voulu prendre la mesure de la réalité de l'euthanasie en Belgique. Et c'est avec elle que nous allons entrer dans ce qu'elle a vécu. Donc, je lui laisse la parole. Et son témoignage est enregistré. Bonjour à tous. Oui, donc j'ai été invitée à vous parler parce que il y a 1 an, presque 2 ans maintenant, il y a mon papa qui, après une longue maladie neurodégénérative, a demandé l'euthanasie en Belgique. Et comme c'est une maladie génétique, je suis atteinte, moi, de la même maladie depuis une dizaine d'années. Donc, c'est vrai que toutes ces questions de vie, de mort, c'est très présent pour moi parce que, je suis obligée un peu de choisir la vie tous les jours et c'est dur que son propre papa reconnaisse en fait il n'en peut plus que,
pourquoi on continue à se battre en fait, et c'est sûr que ouais, pour moi au départ cette question de vie n'était pas si importante, et en fait de plus en plus je me dis mais on a vraiment quelque chose à vivre ici, et si on est sur Terre c'est peut-être pas pour rien. Ce qui s'est passé c'est qu'il a dit on était tous dans le salon, et puis il nous annonce tous qu'il voulait mourir, et puis un peu plus d'un mois après il a été piqué en fait comme un chien quoi, j'ai l'impression. Et j'étais assez choquée. Il a eu seulement 3 rendez-vous avec une psychologue, mais par Skype en plus. Donc j'ai compris la réaction de ses proches parce qu'elle était remplie de souffrance. Mais c'est vrai que le corps médical, heureusement, certains sont encore des magnifiques défenseurs de la vie. Mais malheureusement, il y en a encore beaucoup qui... j'étais un peu choquée par la réaction de tout ce corps médical qui a entouré mon père et qui n'ont pas du tout poussé et montré qu'il y avait un autre chemin en fait que demander la mort, quoi. Et j'avais l'impression que la médecin qui lui a parlé, 3 semaines après, elle l'a piqué, et en fait, il lui a exprimé à la fin qu'il se posait des questions, et elle a même reconnu que non, mais si vous attendez un peu plus, votre maladie va évoluer, ça va être de pire en pire. De toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est vrai que ça m'a un peu choqué de ce manque d'espérance, quoi. Qu'on veut écouter les gens qui souffrent, oui, mais qu'on ait l'audace de montrer qu'il y a un autre chemin, quoi. Parce qu'il y en a plein, en fait. Et c'est vrai que peut-être le problème actuel, c'est qu'on est dans une société tellement individualiste que du coup on se meurt tous les uns à côté des autres et personne ne se rend compte, et après il est mort, mais si tu avais un peu ouvert les yeux. Et donc je pense qu'on a juste peut-être un besoin de vraie présence à l'autre, d'un vrai accompagnement, quoi. Ça manque beaucoup, je pense, parce que malheureusement la souffrance, elle fait partie de la vie, quoi. Mais vraiment. Et quand tu vois, il n'y a pas une vie qui est épargnée par la souffrance. Il n'y en a pas une. Et oui, il y a peut-être des plus grosses ou des plus... Et encore, parce que ça dépend tellement de comment on la vit, ou que finalement, il y a... Mais malgré cette souffrance, on peut avoir l'audace de vivre. Et je pense pas que c'est parce qu'on souffre qu'on ne peut pas vivre, justement. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a absolument tous besoin d'être aimés. Et donc, je pense qu'on a tous un devoir de montrer qu'on aime et qu'on tient à notre entourage, quoi. Parce que si on est tous les uns à côté des autres, on a tous envie d'arrêter. En fait, on est fatigué et c'est normal. Je le dis parce que c'est une question qui me travaille tous les jours, mais n'ayons pas peur de l'espérance, quoi, vraiment. N'ayons pas peur de l'audace de vivre. Et n'ayons pas peur de la différence de nos vies, des personnes qui nous entourent. Parce que souvent, c'est cette différence qui nous fera grandir, quoi. Et on grandit et on est dans le monde avec des grandes idées, et des attentes peut-être. Mais essayons peut-être de comprendre ce qu'on a derrière toutes ces attentes pour essayer un peu d'accueillir et de vivre cette vie de manière pleine d'espérance, ouais, et d'amour. Je pense que ça pourrait changer beaucoup de choses. Voilà, les mots de Claire sont poignants et bouleversants. Je voulais encore remercier Claire pour ce témoignage qui est un vrai cadeau, qui nous dit la réalité de ce qu'elle a vécu, l'euthanasie de son père. Et puis aujourd'hui, Claire qui apprend à vivre avec la maladie,
avec les deuils et le renoncement que cela implique. Et Claire nous dit à quel point il faut essayer de l'aider à voir au-delà de la maladie, c'est-à-dire qu'elle ne se sente pas entraînée dans cette désespérance et que c'est l'accompagnement qui permet ça, qui permet de voilà. Et donc, je vais donner maintenant la parole au docteur Paul Régnier-Vigourou parce qu'il est témoin de ce que cet accompagnement permet depuis 25 ans auprès des patients et il va nous partager aussi son expérience. Voilà, oui, bien écoutez, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous et de pouvoir partager cette expérience que j'ai. Voilà, je suis médecin généraliste, mais avec des spécialités de gériatrie, de prise en charge de la douleur et de soins palliatifs. Donc tout au long de ma carrière, j'ai d'abord été sensibilisé très tôt parce que pendant mon internat, j'ai travaillé en réanimation et en urgence, et là vraiment j'ai été touché par tous ces besoins exprimés par ces familles, ces besoins d'être rassurés, d'être informés et d'être accompagné. Et donc c'est sur cette formation initiale que vraiment j'ai été sensibilisé et je suis parti dans ma carrière, en plus de la médecine générale, d'accompagner la fin de vie. Donc ce que je veux vous partager là maintenant, c'est que malgré la complexité et la diversité des situations, dans mon expérience médicale libérale et hospitalière, je peux dire quand même que la majorité des décès, déjà, ça peut être rassurant, se passe simplement sans grands besoins médicaux, des besoins normaux, classiques, qui peuvent être donnés à tout le monde. Le besoin principal quand même, c'est de pouvoir rassurer et de pouvoir accompagner les proches et les malades, bien entendu. Et il me vient à l'esprit tout de suite cet exemple, ce souvenir que j'ai de ce monsieur, un petit couple de personnes âgées, lui 85 ans, insuffisant cardio-respiratoire en stade final. Et lui, sentant sa fin proche, il m'a demandé, mais avec insistance, docteur, je voudrais surtout pas aller à l'hôpital. Je veux finir mes jours à la maison. Et donc vraiment ça, je l'ai rassuré, et je lui ai dit, mais écoutez, on va faire tout ce qu'il faut pour ça. Hein, nous avons tous les moyens, et donc le plus important, c'était plus, pas tant pour lui, il avait confiance, et il savait où il en était, que son épouse. Son épouse était inquiète de pas avoir tout ce qu'il faut, de pas pouvoir assumer elle-même cet accompagnement, etc. Et donc en fait, le travail principal que j'ai eu à faire, j'étais pas seul. Il y avait l'infirmière qui passait, il y avait les amis qui passaient. Ce couple avait des enfants qui étaient très loin, hein, et un enfant qui restait, un qui était décédé, et donc ils n'avaient pas d'entourage immédiat. Voilà. Donc le soutien qu'on a pu apporter dans l'équipe soignante autour a permis que ce monsieur décède tranquillement à la maison, avec son épouse qui lui tenait la main. Vraiment, c'est des souvenirs beaux comme ça, ou simples en tous les cas. J'en ai des quantités. La limite que j'ai rencontrée quand même dans cet accompagnement, c'est les personnes seules, des personnes qui sont seules à domicile et qui arrivent en fin de vie. Il y a la situation quand elles commencent à être dépendantes ou avec des soins complexes, on peut pas les garder à la maison parce qu'il n'y a pas d'entourage pour assurer cet accompagnement. Et là, on est obligé de les hospitaliser. Et l'hospitalisation, suivant les contextes dans lesquels ils arrivent, ça se passe bien ou c'est plus compliqué. Et vraiment, ce que j'ai vécu là dans les 2 dernières années avec des histoires Covid, là, j'ai vraiment beaucoup souffert parce que travaillant en institution, j'ai eu des personnes que j'ai pu accompagner en fin de vie, mais il n'y avait que le personnel et que le personnel médical qui pouvait s'approcher. L'établissement était fermé au public et aux familles, et ça a été une grande souffrance. Je dis pas qu'on n'a pas fait quelques entorses, mais il y a eu des souffrances terribles liées à cette solitude. Alors, dans cet accompagnement à domicile, il y a quand même des petits points qui sont un peu
compliqués en tous les cas qu'il faut savoir pour les gérer, c'est d'abord d'écouter, d'entendre la peur et l'inquiétude des proches. Parce que les proches ils sont inquiets quand ils ont quelqu'un de chez eux qui est à l'approche de la mort, et il faut entendre cette peur pour pouvoir apporter des réponses, des solutions, du soutien. Ensuite, ce qui est difficile, ça c'est souvent au démarrage, c'est à mettre en place, c'est une bonne relation entre les aidants et la personne en fin de vie. Il y a souvent un déni, il y a souvent du mensonge qui se met en place, des non-dits qui faussent complètement la relation. Et combien de fois j'ai entendu un aidant ou un proche dire mais non, t'inquiète pas, tu vas guérir, mais c'est rien, on va faire quelque chose, etc. Et ça, quand la personne souvent qui est à l'approche de la mort, elle sait profondément où elle en est, où elle le sait réellement, où elle le sait profondément, et la relation est faussée. Donc ça, vraiment, il faut arriver à rétablir les choses, et c'est tout un travail progressif à faire, ne pas rentrer donc dans ces fausses relations. Et puis après, il y a vraiment cette peur de la souffrance physique, de la douleur physique, parce que là, les personnes ont peur qu'on n'ait pas les moyens. À domicile, on a quasiment tous les moyens de soulager les douleurs, les souffrances physiques. On peut les mettre en place. Il y a de nombreuses possibilités. Ensuite, c'est la peur, voilà, la peur de ne pas avoir les mêmes moyens qu'à l'hôpital. On a peut-être, je dirais pas plus de moyens. En fait, ça dépend quels moyens on a. Mais c'est vrai que la personne à domicile, c'est plus facile de l'entourer, c'est plus facile de l'accompagner. Elle peut avoir des visites, elle peut avoir du monde. À l'hôpital, il y a les horaires de visite, etc. Enfin, voilà. Donc, mais il y a et j'ai eu des personnes pour qui tout se passait normalement pour le mieux, j'allais dire, et qui sur la fin ont eu peur et ont demandé à être hospitalisés. Voilà. Mais globalement, on a tout ce qu'il faut à la maison. Et puis après, il y a pour les accompagnants, c'est la peur de ne pas durer, de ne pas tenir dans la durée, de ne pas être capable. Et donc là, il y a vraiment tout un soutien qu'on peut mettre en place, qu'on peut avoir en professionnel de santé, mais aussi là il existe des associations de bénévoles, des associations de soins d'accompagnement, de soins palliatifs, où des personnes peuvent venir à la fois et pour soutenir et pour soutenir le malade, le mourant, si je peux dire, et pour soutenir aussi la famille et les accompagnants. Dans la fin de vie, on n'est pas maître du temps, hein, mais s'il y a médicalement des indices médicaux qui nous permettent de dire, ben voilà, il y en a peut-être pour moins d'une semaine, peut-être pour moins d'un mois, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Et ça, c'est quand même important à savoir, et nous ne sommes pas maîtres ni du temps ni de la vie. Dans ces situations de fin de vie à domicile, mon activité principale, donc vous l'avez entendu, c'est de rassurer, d'écouter les peurs, les inquiétudes, et de veiller, de corriger. Et surtout, alors ça, mon travail médical, c'est de corriger tous les inconforts. Il y a plein de petites situations de petites douleurs, de positions, de gênes auxquelles il faut être très attentif pour que la personne soit le plus confortable possible. Mais les situations sont pas toujours aussi simple que ce que je viens de le présenter. Il y a des situations nettement plus complexes, avec une nécessité d'une approche déjà un peu plus importante, une prise en charge pluridisciplinaire. Alors pluridisciplinaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va intervenir plusieurs médecins avec des spécialités différentes. On va faire intervenir des kinésithérapeutes, on va faire intervenir des ergothérapeutes, des infirmières bien entendu, aides-soignantes, etc. Donc toute une équipe médicale qui va pouvoir accompagner et prendre en charge la personne à domicile. Il y a aussi le besoin de moyens techniques, hein, mais les moyens techniques spécifiques, lit médicalisé, perfusion, pompe, etc., pompe à morphine et autres, tout ça, on peut l'avoir à disposition à domicile en louant ça. C'est du matériel qui peut se louer en pharmacie. Donc on peut avoir du matériel, et si l'équipe soignante qui entoure déjà le malade, le mourant, est partante pour ça, elle peut avoir tout ce matériel.
Et donc, on peut accompagner avec du matériel à la maison dans de bonnes conditions. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est pas toujours aussi facile, et donc on peut avoir besoin de plus que ça. On peut avoir besoin de cet avis hospitalier, on peut avoir besoin d'équipes plus compétentes techniquement, etc. Et donc là, on va faire appel à l'HAD, l'hospitalisation à domicile. L'hospitalisation à domicile, c'est, comme son nom l'indique, c'est l'hôpital à la maison. Donc là, c'est une équipe hospitalière qui va venir à la maison pour seconder, si je peux dire, le médecin traitant qui est toujours là, bien sûr, hein, et qui reste la première ligne, et qui va seconder les infirmières avec des infirmières plus spécialisées quand il y a des gestes ou des actes techniques à mettre en place. Voilà, donc l'hospitalisation à domicile, c'est quelque chose dans lequel j'ai travaillé, bien sûr, et qui est un grand secours pour pouvoir accompagner les personnes à domicile en fin de vie. Et là me vient tout de suite à l'exemple cette dame de 72 ans qui était atteinte d'un lymphome avec une ostéoporose fracturaire grave et qui ne supportait plus ses allers-retours à l'hôpital. Alors, elle connaissait bien sa pathologie et elle me dit, je voudrais quand même finir mes jours à la maison et puis j'en ai vraiment assez de ces allées-venues. Alors, en lien avec le service de rhumato et d'onco-hématologie, j'ai mis en place une hospitalisation à domicile. Hein. Mais après, ce qui était un peu plus compliqué, c'était de convaincre sa fille, parce que là aussi, à la maison, il faut qu'il y ait de l'entourage, et c'est sa fille qui était en première ligne, sa fille qui avait aussi son travail, et qui était en première ligne pour accompagner sa maman. Mais donc on a pu s'arranger, elle a pu prendre quelques congés, on a pu mettre en place aussi, j'ai pu mettre en place, il y a des bénévoles des associations de soins palliatifs qui sont venus. Il y a eu donc l'équipe mobile de soins palliatifs qui est venue seconder l'HAD. Hein. Donc on a eu tout un ensemble qui s'est mis là. Hein. Et sur le plan médical, après, donc, dans la mesure où l'hospitalisation a été mise en place, la prise en charge a été allégée. Hein, avec donc il y a un kiné qui est venu pour des massages de confort, etc. parce qu'il y avait des douleurs rhumato. Le traitement antalgique là qui était un peu lourd, mais qui était en place et qui était tout à fait efficace, qui lui a permis de rester à la maison, de garder aussi toute sa lucidité. C'était important parce que c'est le but. Hein, et pour cela, j'ai dû, alors pour pouvoir mettre à l'HAD, j'ai dû intervenir auprès du rhumato, de l'hématologie pour faire arrêter les traitements spécifiques, parce que c'est cette situation, dans la situation oncologique qui était dépassée, les traitements étaient devenus inutiles et surtout apportaient des inconforts par leurs effets secondaires. Et donc, j'ai pu discuter avec le service d'hématologie en m'appuyant sur la loi Leonetti de 2005 pour faire accepter et leur demander d'arrêter. Ils étaient partis, ils allaient démarrer une énième chimio pour essayer de subvenir de soigner cette personne dont la situation était visiblement dépassée. Puis la patiente avait exprimé sa lassitude, vraiment, et son désir de ne plus continuer tous ces traitements. Elle était, voilà, et elle était d'accord de finir ses jours à la maison, voilà, dans la mesure où on pouvait l'accompagner. Et donc là, c'est la loi Kouchner de 2002 qui permet au patient d'exprimer son désir d'arrêter un traitement ou d'arrêter voilà, des soins, et ceci avec l'information et en collaboration avec le médecin. Donc là, dans ce contexte de traitement ou d'obstination déraisonnable, je revois encore un autre patient, 52 ans. Là, un cancer pulmonaire métastasé, suivi en pneumo, et qui lui aussi ne supportait plus cette alternance. Il passait 3 jours à l'hôpital, 5 jours chez lui, et des allers-retours comme ça. Et son épouse était en plein désarroi de voir les souffrances de son mari, qui supportait toutes ces complications secondaires de traitement, etc. Ça a été difficile. Et donc là, à sa demande, bien sûr, j'ai mis en place, j'ai demandé une hospitalisation à domicile. Et là, il a fallu que je négocie avec le service de pneumologie l'arrêt du traitement, parce qu'en fait, il était
en traitement, il était inclus dans un protocole de soins oncologiques, de soins cancérologiques, hein, et c'est ce protocole qui justifiait la prolongation du traitement, alors que le traitement, visiblement, n'avait pas d'efficacité. Donc, ça a été un peu compliqué, un petit peu difficile, mais voilà, on a pu arrêter ces soins qui étaient excessifs. Hein. Donc, on était dans une obstination déraisonnable et on a pu arrêter. Donc, à partir de là, l'évolution du patient à domicile a été beaucoup plus paisible. Hein. Il faisait plus d'aller-retour, a été plus confortable parce que les effets secondaires du traitement avaient disparu. Et le traitement de prise en charge de la douleur, parce que son cancer du poumon, par contre, lui, était toujours là et était douloureux. Mais la prise en charge de la douleur a été bien mise en place. Il était bien accompagné. Et puis surtout, il a passé ces derniers moments avec des relations familiales très riches. Il a été bien accompagné, un accompagnement familial et un accompagnement spirituel. Il a même pu recevoir le sacrement des malades. Et puis l'évolution, évidemment, a été progressive mais certaine. Hein, et puis on est arrivé dans une situation de fin avec des étouffements insupportables, grosse angoisse, etc. Et donc là, vraiment, on a partagé avec la famille, avec lui, avec son épouse, et puis quand on a été d'accord, et il a vraiment fait ses adieux. Toute la famille était là. C'est un moment extrêmement émouvant. Il a fait ses adieux et j'ai mis en place une sédation profonde parce que cet étouffement était absolument insupportable. Hein, je l'ai mis, voilà, et c'était cette sédation profonde qui était le seul moyen pour le soulager. Et donc nous étions là typiquement dans une situation d'obstination déraisonnable avec ces traitements. Et donc la loi Leonetti, dans la discussion, m'a permis, et a permis surtout à cet homme de vivre mieux ces derniers jours. Voilà, et ces moments précieux, et ces moments précieux de partage familiaux. Après, j'ai eu dans ma pratique une situation qui était plus délicate, c'est celle qui nous occupe un peu maintenant, c'est les demandes d'euthanasie, les demandes d'aide à mourir. Et donc là, j'ai eu, là encore me revient une dame, parce que c'était une des premières fois où j'étais confronté à cette demande, une dame de 62 ans, chez qui on venait de découvrir un cancer du rein, mais à un stade avancé, donc déjà métastasé. Et on sait que médicalement, ce type de cancer a un taux de rémission avec traitement qui est très faible. Donc je la vois au cabinet, elle arrive avec tous ces résultats. Hein. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit, écoutez, je sais tout, j'ai tous mes résultats, donc moi j'ai juste une chose à vous demander. Hein. Pour le moment ça va, donc on continue à suivre et je continue à vivre. Hein. Mais quand je vous le demanderai, je vous demanderai de faire ce qu'il faut pour que ça finisse. Donc j'ai pris ça dans l'estomac, j'ai réfléchi un petit peu et je lui ai dit, mais tout à fait, écoutez, ça c'est, voilà, je ferai tout ce qui est possible pour vous soulager. Et là, elle me regarde dans les yeux et elle me dit oui, mais définitivement. Et elle connaissait ma position sur l'euthanasie. Elle m'a rappelé pendant tant qu'elle était valide et même fatiguée, elle m'a rappelé plusieurs fois, 2-3 fois, la demande qu'elle m'avait faite. Et puis après, progressivement, son état s'est, de par la maladie, aggravé. Hein. Elle était moins bien, ses enfants étaient présents. Hein. Et puis, j'ai mis à sa demande et à celle des enfants en place une HAD parce qu'il y avait besoin de matériel un peu particulier et d'accompagnement pour la rassurer et rassurer les enfants. Et donc, on a pu l'accompagner à la maison jusqu'à la fin. Hein, et elle est décédée, et 2 jours avant son décès, elle a son fils qui était au Canada, qu'elle n'avait plus vu depuis pas mal de temps, et qui est arrivé, et elle est morte 2 jours après. Et elle n'a jamais renouvelé sa demande pendant la période critique. Voilà, donc dans mon expérience, donc je vous ai pris cet exemple-là, mais dans mon expérience, j'ai eu pas mal de demandes d'aide à mourir ou d'euthanasie. Mais dans ce que j'ai eu, elles n'ont jamais été renouvelées.
C'est-à-dire que ces personnes ne m'ont jamais redemandé ça quand on abordait les moments délicats et quand on approchait de la fin. La prise en charge était bien posée, l'accompagnement était correct et la demande n'a jamais été renouvelée. Donc je pense que ça c'est important et dans tous ces cas, l'euthanasie aurait été une mauvaise réponse à des questions qui étaient justes. Elle aurait privé ces familles de ces instants si précieux. Après, plus délicat pour moi, c'était les demandes des familles qui souhaitaient accélérer, si je peux dire, le départ d'un parent qui présentait une agonie un peu longue, une agonie qui dure, même si elle était paisible, parce qu'elle était bien prise en charge, bien cadrée, un décès qui arrivait sans problème, mais qui était long à venir. Et donc là, la demande des familles a accéléré. C'est une situation qui a toujours été un peu difficile pour moi et qui témoignait sûrement de la souffrance de ces familles, de la durée. Voilà, donc comme soignant, comme médecin, mon rôle, c'est donc d'accompagner la vie jusqu'à son terme naturel, et de tout faire pour soulager les souffrances, les douleurs, mais pas supprimer la vie, soulager, mais pas tuer. C'est le fondement même de l'éthique médicale, et cette éthique médicale qui est fondée depuis 25 siècles quand même, c'est Hippocrate, et nous, médecins, nous prononçons ce serment, le serment d'Hippocrate. La phrase, c'est « je n'administrerai jamais de poison », c'est-à-dire que je ne donnerai jamais la mort, même s'il m'est demandé. Et donc ça me fait rebondir tout de suite sur les questions actuelles de suicide assisté. Là, moi, j'y répondrai par ma pratique. Dans ma pratique hospitalière en réanimation, j'ai pris en charge des patients qui avaient fait des tentatives de suicide. Donc, et là, on peut dire le mot, on s'est acharné pour les sauver, pour les soigner et pour essayer de qu'ils retrouvent du sens à leur vie. Et de fait, un bon nombre d'entre eux a retrouvé cette nouvelle ressource de vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu et donc le suicide lui-même, c'est vraiment quelque chose de difficile pour les personnes qui autoriser le suicide assisté, c'est vraiment la négation du travail effectué d'abord dans la prévention du suicide. Vous savez qu'il y a tout un tas des programmes de prévention qui sont mis en place et là on va tout casser. C'est une prise en charge et c'est une violence directe aussi aux soignants. Aux soignants qui prennent en charge ces personnes en situation de faiblesse ou en situation pathologique qui les conduit vers ce désir du suicide. Donc donner la mort, ça n'est pas un acte médical. Et le suicide n'engage pas seulement celui qui le fait, mais il engage aussi tout l'entourage de la personne. Et ça, le témoignage qu'on a eu tout à l'heure est important pour nous le rappeler. Voilà ce que je voulais vous partager de mon expérience, de mes réflexions sur l'accompagnement en fin de vie. Mais il existe là aussi une grande disparité de moyens suivant les lieux où on se trouve. Mais ça, la loi Kouchner de 1999 rend obligatoire l'accès aux soins palliatifs et aux soins d'accompagnement partout en France. Donc peut-être à nous de demander, de voir comment on peut avoir accès à ces soins-là et comment ils peuvent être développés. Voilà, je vous remercie. J'ai parlé un peu vite, j'avais beaucoup de choses à dire, mais j'espère que ce partage d'expérience peut être intéressant pour certains. Merci. Oui, vraiment, merci beaucoup, docteur Paul Régnier-Vigourou. Ce que vous nous avez partagé a suscité déjà beaucoup de questions, mais vous y répondrez un peu plus tard. Et je vais d'abord passer la parole à Tugdual Derville. Alors, Tugdual, vous avez fondé le service d'écoute SOS Fin de Vie en 2004 et vous êtes l'auteur de La bataille de l'euthanasie, édité en 2012 aux éditions Salvator. Dans ce livre, vous enquêtez sur cette affaire. Vous avez une expérience humanitaire par le service d'écoute et aussi celle d'un enquêteur et d'un observateur politique
depuis de nombreuses années. Peut-être dans un premier temps, vous pourrez nous donner quelques éléments du contexte du débat sur la fin de vie. Et puis, grâce à votre expérience humanitaire et celle de l'enquêteur et de l'observateur politique, nous dire pourquoi et comment dire non à l'euthanasie et au suicide assisté. Merci, Tugdual. Merci Jeanne, merci aussi à Paul qui nous a apporté des éclairages très rafraîchissants au fond sur la réalité de ce qui se passe. Et moi, je vais aller dans un débat qui est difficile, qui est, on peut dire, douloureux. Mais connaître ce débat, c'est déjà une piste d'action parce que si on ne connaît pas les sous-bassements de ce débat, bien, on peut difficilement intervenir. Et je voudrais d'abord, au fond, répondre, avant de parler des pistes d'action pour finir, mais 4 questions. Pourquoi ce débat maintenant? Qu'est-ce qui se dessine pour 2023? Comment évolue la dialectique de la pression pour l'euthanasie ou le suicide assisté? Et puis, 4e question, quels sont les risques spécifiques de ce débat en ce moment? Pourquoi ce débat maintenant? C'est en fait un choix du président de la République, un choix vraiment politique, un revirement, puisqu'il avait, après des consultations dans son premier mandat, décidé de ne pas faire cette réforme. Et puis là, visiblement, il veut en faire une grande réforme sociétale. L'enjeu est d'abord politique, celui d'un revirement du président et aussi du comité consultatif national d'éthique dont Jeanne a parlé au tout début. C'est aussi un choix qui est marqué, je peux le dire, par un abandon. Le projet de loi annoncé grand âge et autonomie a été abandonné sine die à la fin du mandat précédent, en janvier, et est oublié maintenant. Donc c'est un choix qui, évidemment, un choix par défaut, avec le caractère au fond un peu scandaleux que ça peut représenter. Et puis, on peut voir aussi qu'on n'est pas loin d'une monnaie d'échange avec une promotion des soins palliatifs qui est en parallèle d'une promotion de cette, on y reviendra, aide à mourir, un vocabulaire peut-être piégé. Ça arrive, on peut le dire, politiquement au plus mauvais moment, parce qu'on est dans une crise de l'hôpital, on est dans une crise des soignants, on est dans une crise des EHPAD, on est dans une crise budgétaire. Et est-ce que c'est vraiment le moment de, au fond, fragiliser cet interdit de tuer dont Paul Régnier-Vigoureux vient de nous rappeler qu'il était au fondement depuis des millénaires de la relation dissymétrique entre le soignant qui est debout, qui a une certaine puissance, et puis le soigné qui est peut-être vulnérable. Le rapport de force politique qui s'établit est un peu paradoxal parce que vous voyez sortir des sondages d'opinion avec des Français qui se disent favorables à l'euthanasie, la question étant souvent posée sous l'angle d'une souffrance insupportable versus mourir sans souffrir, c'est assez piégé. Et puis de l'autre côté, vous avez un sondage, par exemple, qui vient de sortir avec la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui nous montre que les soignants, majoritairement, sont hostiles, inquiets. Et Claire Fourcade, la présidente de la SFAP, n'hésite pas à dire qu'au fond, mais ceux qui savent, c'est-à-dire aussi bien ceux qui ont bénéficié des soins palliatifs à domicile, à l'hôpital, et ceux aussi qui soignent, eh bien, sont beaucoup plus conscients des enjeux et du risque, tandis que ceux qui sont bien portants souvent se jettent un peu dans l'euthanasie comme c'était la solution. Et je voudrais, pour illustrer le malaise politique qui s'exprime aujourd'hui, citer le socialiste Jérôme Guedj, qui, dans une interview qui est parue hier, a dit, je le cite, « Il y a quelque chose de terrible et de terrifiant à accélérer dans la reconnaissance du droit à mourir dans la dignité, tout en procrastinant sur le droit à vieillir dans la dignité. » Et Jérôme Guedj est favorable à l'euthanasie. Vous voyez, donc il dit son malaise politique. Alors voilà le pourquoi du débat. Qu'est-ce qui se dessine pour 2023? Deuxième question. Et là, ce qui se dessine, c'est un grand débat participatif que le président de la République et ses ministres souhaitent apaiser. Nous avons été reçus, Jeanne Bertin-Hugo et moi-même, la semaine dernière par Agnès Firmin-Lebaudot, la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Et là, c'était assez étonnant parce qu'elle nous a reçus très aimablement, c'est elle qui nous a invités d'ailleurs, et elle nous expliquait au fond, ma position, disait-elle, elle est connue, on sait qu'elle est favorable à l'euthanasie, mais peu importe le résultat. Moi, ça ne compte pas le résultat. Ce qui importe, c'est le débat démocratique. Ce qui importe, c'est qu'on discute et au fond, vive la démocratie, vive ce débat participatif. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est extrêmement choquant pour nous, c'est que justement au moment où la maison se fissure, où la maison santé est pleine de soubresauts, casser les fondations de la maison, c'est pas un débat démocratique, c'est fragiliser les Français sur ces sujets. Et on le voit dans notre service d'aide SOS Fin de leurs proches qui sont hospitalisés et qui brusquement sont inquiets de le traitement qu'on leur donne. Et ils sont inquiets de ce qui passe par le tuyau, ils sont inquiets sur les questions liées à la sédation. Et on voit qu'il y a un flou et une inquiétude qui naît déjà rien que dans le débat prétendument démocratique et ouvert qui s'annonce.
Voilà. Et alors, je reviens sur le comité consultatif national d'éthique. Et Jeanne a montré le revirement étonnant. Alors, voilà ce qu'il propose au fond. D'un côté, de pousser les soins palliatifs. De l'autre, il dit qu'il n'y a plus d'obstacle à ce qu'il appelle l'aide médicale à mourir, l'aide active à mourir, pardon, l'aide active à mourir. Et il le voit après ses propositions en deux axes, deux étapes, on pourrait dire. La première, c'est le suicide assisté. C'est-à-dire, c'est le fait de donner à un patient une injection, enfin de lui permettre de s'auto-injecter par des dispositifs ou de prendre un breuvage létal. Donc, c'est on le donne et c'est la personne qui le prend elle-même. Et immédiatement après, le comité d'éthique dit, en raison de l'éthique de l'égalité, eh bien, il y a un problème, c'est que ceux qui n'ont pas la capacité physique de s'administrer ce produit létal, eh bien, il faudra qu'ils aient une euthanasie, d'une manière ou d'une autre. On le voit donc, il y a une articulation étroite entre suicide assisté et euthanasie, tout à fait révélée par le comité d'éthique, qui d'ailleurs dit que c'est à chaque fois des médecins qui devraient être à l'origine de cet acte, de cette évolution, de ce revirement, au fond, assez stupéfiant. D'ailleurs, il y a 8 membres sur 45 du comité d'éthique qui ont publié des réserves, ce qui montre bien qu'il n'y a absolument pas unanimité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir, mais est-ce que ça sera le modèle, entre guillemets, ou le contre-modèle belge? Olivier Véran, étrangement, a visité un centre de soins palliatifs, un centre, pardon, d'euthanasie en Belgique avec des conseillers, d'autres ministres. Eh bien, il en a conclu que en Belgique, c'était, je cite, hyper cadré. Et vous avez peut-être entendu le scandale la semaine dernière de la révélation de l'euthanasie d'une jeune fille de 23 ans qui était fragile psychiquement, qui avait été traumatisée par les attentats de Bruxelles de 2016, qui n'avait pas de pathologie somatique, hein, mais uniquement une très lourde dépression. Et bien voilà qu'elle a été euthanasiée en raison de sa lourde dépression. Et si on peut appeler ça, je dirais, un système très cadré, évidemment, ça nous inquiète. Est-ce que ça sera un suicide assisté à la Suisse? Mais là aussi, se multiplient les exemples de situations où des personnes qui ne sont pas en fin de vie, mais juste fatiguées de vivre, se font suicider en Suisse. Je pense notamment à ces deux sœurs qu'un frère aîné de 60 ans a donc fermé. Et puis récemment, on a une histoire dramatique d'une personne atteinte de maladie de Charcot et qui a décidé de demander l'euthanasie parce qu'elle ne bénéficiait pas des soins à domicile qu'elle aurait voulu pour pouvoir continuer de vivre. Voilà. Donc là, ça dessine ce qui, à nos yeux, sont des contre-modèles. Le président de la République a laissé entendre qu'il y aurait une loi qui serait qu'on pourrait commencer à débattre en 2023, la fin de l'année donc prochaine. Et donc c'est vrai que ça va se durer sûrement pendant au moins un an et peut-être un peu plus, voire beaucoup plus, ce débat. Le processus participatif qui commence et qui va s'achever en mars-avril mobilise le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Il va avoir un panel de citoyens tirés au sort, formés. On ne sait pas si nous serons appelés à contribuer à éclairer le panel citoyen, parce qu'il y aura des éclairages de tous les bords, on ne sait pas. Il y aura également des discussions dans les espaces éthiques régionaux, et là, vous pourrez, les uns et les autres, intervenir, faire valoir aussi votre souci de la protection de la vie des plus vulnérables, et nous essaierons aussi d'y être. Des groupes de travail aussi organisés par la ministre dont j'ai parlé et qui seront de 3 types, les soignants, des groupes de travail d'usagers de la santé, des groupes de travail de parlementaires. Et donc, on a demandé d'ailleurs à pouvoir participer à ces groupes de travail. Je ne sais pas si on sera admis, mais on le voit, il y a donc toute une phase participative. Elle est tellement vaste, tellement diversifiée, qu'on le sait bien à l'arrivée, eh bien c'est le président qui tranchera. Dans quel sens, on ne sait pas. Ce qu'on entend, la petite musique qu'on entend de la part de ces ministres aujourd'hui, c'est qu'il faudrait éviter l'homo-euthanasie, qu'il faudrait éviter l'homo-suicide. Et là, c'est pour nous un énorme risque. Donc, nous mettons en garde contre cette notion d'aide médicale à mourir ou d'aide active à mourir. D'une certaine manière, ça pourrait être les soins palliatifs. Hein, c'est ça qui aide à faire le passage sans passer à l'acte, à accompagner des personnes, leurs proches. Voilà, c'est cette notion d'aide est pour nous très dangereuse et donc c'est déjà une piste d'action, c'est de se battre sur le vocabulaire et de réutiliser les mots qu'on voudrait cacher et taire. Troisième question, comment évolue la dialectique de la promotion de la pression pour l'euthanasie ou le suicide assisté? Au fond, il y a quelques années, voire dizaines d'années, il tablait beaucoup sur la souffrance, parce que c'était le moment où il y avait peut-être plus d'acharnement thérapeutique, peut-être la lutte contre la douleur n'avait pas fait les progrès récents qu'elle a pu faire, mais en tout cas, c'était l'argument principal. Souffrance, douleur, et puis souffrance aussi morale. C'est une question de liberté, le droit de disposer de son corps. Voilà, l'argument évolue, mais en fait, tout cela se mélange largement, vous le voyez dans les revendications. L'objectif
de ce lobby qui ne cache pas son intention, c'est d'abord de faire sauter le verrou. Et donc, vous avez cette avalanche de situations, celles que j'ai étudiées en son temps, les nouvelles, à chaque fois des cas, entre guillemets, limites, qui nous obligent à argumenter, entre guillemets, dos au mur, avec des difficultés, n'ayons... D'abord, on a remarqué, quand j'ai étudié ces situations, qu'il y a toujours d'autres solutions. L'euthanasie n'est jamais une fatalité. Le suicide assisté ou le suicide tout court n'est heureusement jamais une fatalité. Donc, on peut analyser ces situations une par une, mais bien sûr, c'est plus compliqué sur le plan émotionnel parce qu'il y a un emballement de l'émotion sur ces situations. Mais nous avons conscience que l'objectif des promoteurs de ces lois, c'est de faire sauter le verrou, et une fois que le verrou est sauté, et donc avec des formules comme un strict encadrement garanti, avec toutes sortes de formules atténuatives, eh bien, c'est ensuite de dériver avec le cadre. Et le cadre dérive. Je renvoie à l'excellent livre de Henri de Sauce, L'impasse de l'euthanasie, publié au début de cette année, où sur 60 pages, il décrit toutes les dérives dans les différents pays qui ont légalisé soit euthanasie, soit suicide assisté, et c'est à proprement parler effrayant. Et de ce fait, nous pouvons dire finalement, si vous me permettez, nous ne pouvons pas encadrer l'euthanasie ou le suicide assisté. Ces projets d'encadrement sont des leurs et il ne faut pas s'y fier. Quels sont, quatrième question, les risques spécifiques du débat aujourd'hui en France? Nous, à Alliance Vita, on en voit trois particuliers qui sont presque à chaque fois des pièges. Le premier risque, c'est de se rabattre sur l'idée que le suicide assisté serait un moindre mal. Je renvoie à la phrase de Hannah Arendt qui nous dit que sur le plan politique, le problème du moindre mal, c'est qu'on finit toujours par oublier que c'est un mal. Donc c'est important, ça a été dit par Paul René-Vigourou, le drame du suicide est extrêmement lourd, a des conséquences terribles, pas seulement sur ceux qui meurent, bien sûr, les malheureux, mais également sur leurs proches. On en voit des conséquences régulièrement. Et la France s'honore d'avoir une politique de prévention du suicide qui ne souffre aucune exception. Donc l'idée qu'il y aurait des catégories de personnes, des citoyens, des maladies spécifiques, souvent, je veux pas je n'ai pas à la juger, mais partir en Belgique pour subir l'euthanasie d'une maladie de Charcot, eh bien, les associations de patients ont protesté en disant, mais les médias, vous dites que c'est courageux, mais alors nous, ce qu'on vit, c'est quoi? C'est de la lâcheté, de vivre jusqu'au bout avec notre maladie, en étant accompagné, etc. Voilà. Et on fait croire que ces maladies ne peuvent se terminer que par un suicide ou une euthanasie. C'est heureusement faux. Et j'ai pu signer une tribune avec le professeur Jean-Louis Terra qui nous dit, ne connotez jamais positivement le suicide. Vous connaissez peut-être l'effet Werther, qui vient du roman de Goethe, qui raconte les aventures d'un jeune garçon qui finit par se suicider. Ce roman, au début du 19e siècle, a été interdit parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes adolescents se suicidaient comme le héros du roman. C'est cet effet qui a été retrouvé quand Dalida s'est suicidée, a mis fin à ses jours. Eh bien, dans les semaines qui ont suivi, près de 25%, pardon, de croissance des suicides dans la catégorie d'âge chez les femmes de sa catégorie d'âge. Même chose après le suicide de Pierre Bérégovoy ou de Kurt Cobain. C'est l'effet d'emballement mimétique, c'est l'effet contaminateur de la désespérance du suicide d'une personne. Et donc ça, il faut en être extrêmement conscient. Un énorme risque d'ouvrir la boîte de Pandore du suicide, c'est ce qu'on voit à SOS Family, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ne nous laissons pas abuser, ne pensons pas que les soignants vont pouvoir échapper à la pratique de ces morts administrées par un suicide assisté. Ce seront eux, de toute façon, qui devront évaluer. Et puis, c'est bien sûr très lourd de conséquences pour la société. Ensuite, deuxième risque du débat, c'est la confusion qui risque d'advenir entre soins palliatifs et euthanasie. Comme d'ailleurs on l'observe, quoi qu'on en dise, en Belgique ou dans d'autres pays rares où l'euthanasie a été légalisée. Là, on peut faire vraiment confiance à la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui ne cesse de dire que euthanasie et soins palliatifs sont incompatibles et qui montre que ceux qui ont voulu appeler l'euthanasie l'ultime soin palliatif, eh bien, dénaturent les soins palliatifs. Parce qu'effectivement, je ne fais pas de dessin, mais quand vous accompagnez une personne en protégeant sa vie et que brusquement vous laissez entendre que sa vie vaut plus la peine d'être accompagnée et soulagée, eh bien, vous ne pouvez plus accomplir votre mission de soignant. Il y a une rupture, bien sûr, ontologique fondamentale. Et puis en France, vous savez, il y a 23 départements qui n'ont pas encore de soins palliatifs. Et donc, c'est vrai que promettre une croissance des soins palliatifs avec comme monnaie d'échange, considéré comme une monnaie d'échange de l'euthanasie, c'est extrêmement grave. C'est au fond utiliser un excipient pour faire passer un poison. Et ça, nous y sommes bien sûr très ou le suicide assisté en leur sein. Et nous savons aussi
que, au fond, ça a été dit par un médecin américain qui a analysé cet enjeu compliqué de la clause de conscience, c'est que si on oblige un médecin à orienter vers un médecin qui pratique le suicide assisté ou l'euthanasie ses patients, eh bien lui-même il se trouve en situation extrêmement difficile avec sa conscience parce qu'il se rend il est obligé par la loi de se rendre complice au fond de cette transmission du patient. Voilà, si on transpose, c'est ce que faisait le médecin américain à la torture, si on est contre la torture, on va pas se montrer orienter quelqu'un vers une structure de torture. Vous voyez, voilà. Donc c'est effectivement la clause de conscience, c'est peut-être une façon de protéger des praticiens. Et dans le pire des cas, il faudrait qu'il y ait une clause de conscience, mais ne croyons pas qu'elle va qu'elle va répondre aux besoins profonds d'une société qui protège ses plus fragiles. Alors après, tout ce que je vous ai dit un peu vite, hein, mais Alliance Vita, bien sûr, a étudié tout ça en détail, vous le retrouverez facilement, et bien quelques pistes d'action. Nous, notre association agit sur deux axes. Un axe qui, on pourrait dire, est humanitaire, il se traduit par des services à la fois d'écoute, SOS Fin de vie que j'ai évoqué, puis aussi des services sous forme de guide. On avait publié un guide des directives anticipées, extrêmement fouillé, pédagogique, simple d'accès, alors que c'est quasiment impossible de faire comme ça tout seul, ces directives anticipées, puis un guide qui respecte l'éthique des soins, le respect, bien sûr, de la vie de la personne, mais on continuera de le diffuser et vous pourrez nous y aider aussi. On a diffusé aussi un guide des idées solidaires pour pouvoir lutter contre la souffrance, la solitude des personnes trop souvent isolées et désespérées. Et puis, on est auditionné régulièrement depuis 2005 par toutes les instances qui travaillent sur ces sujets. On a été par le CESE en son temps, assez récemment par le Comité consultatif national d'éthique et par l'Assemblée nationale. Et on va continuer à être auditionné, bien sûr, officiellement, comme on l'a été aussi par la ministre l'autre jour. Un état d'esprit général qui doit nous animer et que je nous suggère, zéro fatalité, zéro indifférence et s'impliquer. Voilà. Il voudrait nous décourager, penser que c'est inéluctable. On entend parfois cette petite musique. On résiste depuis 30 ans à cette perspective dangereuse d'une éventuelle légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté pour la France. Eh bien, il n'y a aucune raison de baisser les bras et de s'arrêter. Le futur n'est pas écrit. Voilà. Une fois que je vous ai proposé cet état d'esprit, qui est une forme d'invitation à vous impliquer, à nous impliquer, comment faire? Premièrement, se former et s'informer. Et là, vous trouvez sur le site d'Alliance Vita et aussi sur le site de la plateforme interassociative Soulager mais pas tuer, des informations, des fils d'actualité, des analyses, des décryptages. Et puis sur le site de Soulager mais pas tuer, qui est un collectif interassociatif auquel on participe, qui est semaine après semaine. Le thème de cette année, c'est vivre en réalité. Et il y aura pas mal de modules qui nous permettront d'éclairer ce sujet en profondeur pour revenir, comme on l'a fait avec le docteur Paul Régnier-Vigouroux, à la réalité de ces sujets. Deuxième piste d'action qui n'est absolument pas négligeable, c'est la solidarité maximale. On ne peut pas dire non à l'euthanasie et au suicide assisté si on ne s'implique pas auprès des personnes pour les protéger de ce qu'on appelle la mort sociale. Quand on retrouve une personne décédée à son domicile des semaines après sa mort, c'est qu'elle était déjà comme inexistante dans la société. On ne peut pas se contenter de dire non à l'euthanasie ou aussi d'assister si on ne lutte pas aussi pour soulager les gens de leur douleur, de leur souffrance. Alors ça, les soignants le font, hein, mais ça passe par aussi des revendications. Et donc, tout un engagement social, humanitaire, et c'est cette transition solidaire qui permettra, le moment venu, bien sûr, d'offrir une alternative à ce que les gens croient inéluctable, cette euthanasie ou ce suicide assisté. Troisième piste d'action, se mobiliser publiquement. Et vous pourrez le faire avec nous en suivant sur notre site internet tout ce que nous pourrons vous proposer. Et puis d'ores et déjà, mardi prochain, le 18 octobre, nous avons une mobilisation au sein du collectif interassociatif Soulager mais pas tuer, avec les jeunes soignants de soigner dans la dignité, avec l'appel Convergence soignants soignés, l'Institut européen de bioéthique, des personnes concernées par le handicap et des maladies. Toutes se retrouveront pour se mobiliser à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la douleur, pour demander que de manière effective, tous les types de douleurs soient vraiment prise en compte et soulagée et soignée, et que ce soit la réponse, soulager,
mais pas tuer. Et donc, dans 70 villes de France, il y aura des rassemblements avec une possibilité de les rejoindre, de contribuer à diffuser les informations que diffuseront ces rassemblements. Et puis également, on vous demande de relayer tout cela sur les réseaux sociaux. Peut-être que Jeanne en dira un peu plus dans la conclusion de notre rencontre d'aujourd'hui. Et puis la quatrième façon d'agir, eh bien, c'est de participer sans naïveté au débat participatif qui s'ouvre. Participer parce que la politique de la chiffre qui est prévue par certains, c'est absolument majeur de montrer que dans le rapport de force politique, les convictions que nous portons, elles sont beaucoup plus étayées, elles sont beaucoup plus mobilisatrices que cette euthanasie aussi d'assister qui est parfois promu dans des sondages d'opinion, mais on n'est absolument pas certain que ça soit, et même certain de l'inverse, que ce soit la priorité pour les Français. On a d'ailleurs, Soulager mais pas tuer a fait un sondage qui montre bien que quand on revient au réel, les priorités des Français, c'est d'être soulagé, d'être accompagné, et de ne pas mourir seul, etc. Et de manière beaucoup plus marginale qu'on ne le disait, l'attrait de l'euthanasie. Voilà, je récapitule. Donc, je vous ai à peu près tout dit, je crois. S'informer et se former. Et là, vous avez des associations, des plateformes, vous avez aussi d'autres personnes qui agissent sur ces sujets et qui pourront vous donner des bons outils. Bien sûr, il n'y a pas que Vita et Soulager mais pas tuer. Deuxièmement, agir contre la mort sociale et pour le soulagement de la douleur, l'accompagnement, s'engager dans ces sujets, ne pas laisser les personnes, ne pas abandonner les personnes qui en ont besoin. Troisièmement, s'exprimer publiquement et notamment dans le rassemblement du 18 octobre pour commencer, mais il y en aura d'autres. Dans les rassemblements du 18 octobre, il y en aura d'autres. Et puis, quatrièmement, intervenir auprès des élus. Et ça, il faut absolument le faire. Et on compte vraiment sur vous, en tout cas si vous êtes convaincus comme nous de l'importance de ce sujet, eh bien pour ne pas vous terrer, pour ne pas laisser passer le train de l'histoire sans avoir donné de la voix et donné votre voix. Voilà Jeanne, ce que je pouvais dire. Merci beaucoup Tugdual d'Herville pour de nous avoir donné aussi des pistes concrètes pour dire voilà pourquoi, mais aussi comment dire non au suicide assisté et à l'euthanasie. Pour donner des précisions un peu sur la mobilisation du collectif Soulager mais pas tuer du mardi 18 octobre entre 12h et 14h dans plus de 70 villes en France, tous ceux qui voudront pourront trouver plus d'informations dès le lundi 17 octobre, donc la veille à partir de 16h, sur le site Soulager pour Claire Dirks, pour son témoignage et le fait que voilà qu'elle nous ait dit que la souffrance fait partie de la vie, mais aussi l'importance d'être en lien et que c'est aussi grâce à la fragilité que nous nous mettons en relation parce qu'on ose demander de l'aide. Donc merci encore à Claire. Je vais commencer aussi par poser maintenant une question au docteur Paul Régnier-Vigourou. C'est une question, plusieurs d'entre vous posent des questions au sujet de la sédation. Une question précise donc qui rassemble plusieurs autres que vous vous posez, c'est doit-on passer obligatoirement par une sédation profonde pour atténuer les angoisses et les étouffements? N'y a-t-il pas de médicaments pour calmer ces angoisses? Alors, là, on était tout à fait, pour l'exemple que j'ai donné, pour la situation que j'ai décrite, j'ai dit ce qui a été fait, on était tout à fait, on était en fin de vie, on était au bout, et donc le seul moyen qu'il y avait, c'était parce qu'on était à quelques heures au maximum un jour de la fin, et le seul moyen qu'il y avait de le soulager, c'était de rentrer dans cette sédation profonde, parce qu'il n'y a pas que l'angoisse, il y a aussi le manque d'air, c'est une situation de souffrance intense et multifocale, je pourrais dire, et donc seule la sédation profonde pouvait apporter un soulagement suffisant. Voilà. Ensuite, par rapport à la sédation, c'est vrai que pour soulager les angoisses, quand ce sont des angoisses importantes, quand on est en fin de vie, mais qu'on n'est pas à l'instant de la mort, à l'agonie absolue, on peut la sédation à différents niveaux. Différents niveaux et différentes durées. M'est arrivé de mettre des personnes en sédation temporaire, on est resté sur 12 ou 18 heures de sédation, le temps de rééquilibrer le traitement pour la douleur, parce que les effets secondaires, l'ensemble de la situation de la personne aurait été trop inconfortable si on l'avait laissé le temps de s'équilibrer.
Donc les sédations, on a tous les niveaux. Il y a des personnes aussi qui ont cette espèce de fond d'angoisse, hein, alors que la situation n'est pas encore à l'extrême. Et là, alors le mot sédation devient excessif, mais on utilise aussi l'hypnovèle à très faible dose. Hein. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas d'atteinte de la conscience, la personne reste tout à fait vigilante, mais on a un apaisement, ça a une action anxiolytique bien meilleure, beaucoup plus facile à contrôler que les anxiolytiques plus classiques, benzodiazépines qu'on utilise dans d'autres situations. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai répondu? Oui, je pense que oui. Merci, docteur Paul Régnier-Vigouroux. D'autres questions disent, est-ce qu'on peut aussi évoquer la sédation réversible ou transitoire? Voilà, je crois que Alliance Vita a mis en ligne tout récemment l'interview d'un professeur de réanimation, le professeur Olivier Jonquet. On va vous donner le lien aussi pour ceux qui veulent vraiment préciser ces questions-là sur la sédation. Vous trouverez tout un article là-dessus qui est tout récent. Et puis, je pense aussi au guide des directives anticipées et de la personne de confiance qu'Alliance Vita met en ligne, qui est accessible à tous. Et dans ce guide des directives anticipées, il y a des choses très précises et claires sur la sédation, toute une page pour bien expliquer la différence entre sédation réversible et sédation profonde et continue. Voilà, l'un de vous la demande, est-ce que la sédation profonde indique que la sédation est irréversible? Effectivement, en tout cas, quand elle est profonde et continue jusqu'au décès, voilà, mais je vous laisse... Pardon. Oui, là, on est sur une situation, ça dépend de l'intention qu'on a pour cette sédation. Une sédation profonde. De toute façon, les sédations que nous utilisons avec l'hypnovèle sont des sédations qui sont toujours réversibles. Hein, c'est-à-dire, il suffit de diminuer et d'arrêter le produit et on retrouve, on a un retour à la conscience. Mais ça dépend de la situation qu'on traite. Hein, et donc tout à l'heure, pour rééquilibrer le traitement, je vous en ai parlé, c'est une sédation qui était relativement... L'argumentaire pour dire qu'il fallait absolument garder ce critère de l'intention et refuser toujours ce qui a comme intention de provoquer la mort. Mais c'est un débat compliqué parce que ce n'est pas admis par tous et beaucoup voudraient ne plus s'intéresser à l'intention d'un acte, ce qui est pourtant majeur en éthique, bien sûr. Merci. Je vais prendre une autre question qui concerne les moyens humains, à la fois à domicile et puis en EHPAD. L'un d'entre vous évoque le fait qu'il y a des soignants qui ne peuvent plus se déplacer à domicile parce que leur emploi du temps ne leur permet plus. Et une autre personne qui est médecin coordonnateur en EHPAD dit que les ressources humaines ne permettent plus d'assurer à tous les résidents une précieuse présence soignante jusqu'aux derniers instants. Et c'est une souffrance pour les mourants, leurs proches et aussi pour les soignants. D'où l'importance de la promotion des soins palliatifs en EHPAD qui nécessite voilà, des moyens humains et puis sans doute aussi des choix politiques. Est-ce que l'un ou l'autre? Alors oui, j'ai une petite expérience là-dessus. Alors d'abord pour les soignants à domicile, il est certain que là on est soumis au contexte local. Hein. Et de fait, je vais vous dire, moi je suis à côté de Briançon là, actuellement, et dans ma vallée, je ne peux plus mettre en place de soins palliatifs à domicile parce que les équipes soignantes sont débordées et qu'on a personne d'autre. Donc là, on a une limite qui est peut-être liée à un contexte politique, mais donc là, de fait, j'ai pas de réponse toute faite là-dessus. Voilà. En EHPAD, j'ai été aussi médecin coordonnateur, donc j'ai une petite expérience et c'est vrai que j'avais... Alors, on n'aura pas pléthore de personnel, c'est vrai que c'est compliqué à gérer et j'avais pu faire moi appel à plusieurs associations, aumôneries et autres pour avoir des personnes, des bénévoles qui puissent passer
hein, de confiance, bien entendu, avec des références, on ne fait pas venir n'importe qui, hein, et des personnes formées. Alors j'avais les associations de soins palliatifs, j'avais une aumônerie qui passait aussi avec des personnes formées, et puis ce que j'avais réussi à obtenir en discussion avec le directeur, c'est que j'avais eu un temps partiel, c'était un temps partiel, mais c'était déjà ça, d'une personne compétente qui avait été embauchée comme animatrice officiellement, hein, et qui, dans le temps qu'elle avait de disponible, elle était là, elle pouvait intervenir auprès de ces personnes en fin de vie. Et en EHPAD, je pense qu'il faut vraiment arriver à discuter avec les médecins, parce que, avec les directeurs plutôt, pour les médecins co, il faut vraiment discuter avec le directeur, parce que c'est l'activité principale, si je peux dire, de l'EHPAD, c'est d'accompagner les personnes jusqu'à la fin de vie, hein, jusqu'à la mort. Donc, il faut arriver à organiser, à décaler quelques soins, à faire, voilà. Et alors, il y a des moments où c'est pas possible, quand les charges de travail sont trop importantes, mais voilà, c'est vraiment, il faut que ce soit un objectif. Merci beaucoup. Duc d'Alderil, j'ai une question pour vous. J'entends un écho. Est-ce que le risque de légaliser l'euthanasie ne pousserait pas des patients à prendre cette décision à cause de la culpabilité d'être un poids pour ses proches et un poids pour la société? Ah oui, bien sûr, hein, on le voit, hein, parce que qui avait été très choqué de voir un monsieur âgé arriver dans son cabinet pour un face-à-face, qui avait été convaincu par sa famille de demander l'euthanasie, un monsieur qui était bien sûr très fragile, et il a dit à son médecin, docteur, est-ce que vous croyez que j'ai encore le droit de vivre encore un peu? Voilà. Et donc, ce médecin était très traumatisé de voir que finalement, la loi qui prétendait respecter l'autonomie de la personne et sa liberté se traduisait finalement en pression. Nous disons que du droit au devoir, il n'y a qu'un pas. Et on le voit bien dans toutes les situations où nous sommes non pas des êtres absolument autonomes les uns des autres, mais on est de culture. Et il y a des cultures. Il y a des cultures qui rejettent les faibles et les fragiles. Il y a des cultures qui rejettent les femmes. Il y a des cultures qui rejettent les personnes avec un handicap. Il y a des cultures qui poussent les vieux à la sortie, qui poussent les bouches inutiles à la sortie. Donc ce sentiment-là d'inutilité, c'est effectivement un énorme risque. Et apparaît aussi, c'est dans la question, le mobile économique. Et on a vu des personnes revendiquer, je pense, alors, Comte Spoville a dit, effectivement, il y a l'argument économique aussi. Il dit que c'est un argument un peu, je sais pas quel mot il utilise, c'est un argument, comment? Glauque, je crois, que Comte Glauque, Spoville. voilà, c'est ça, oui, c'est juste. Il dit c'est glauque, mais il faut en parler. Il dit, voilà. Et donc, il y a l'adage, et ce qu'a dit Paul de Régnier-Vigouroux à l'instant m'y fait penser, la mauvaise monnaie chasse la bonne. La solution de facilité expéditive qui demande pas de personnel, qui a d'énormes conséquences quand même en termes de souffrance sociale. Et puis on voit les conséquences, parce qu'il y a les deuils de l'euthanasie pour les proches qui sont mis devant le fait accompli, pour ceux qui font l'acte et tout ça, c'est très lourd. Mais quand même, d'apparence, c'est facile, c'est expéditif. Et puis, on a une pénurie de soignants. Donc, c'est justement pas le moment de pousser les gens vers la sortie. Je suis en train de refaire un plaidoyer là. Je suis remonté comme une pendule, parce que c'est vrai que ça fait de la peine de voir qu'une loi qui prétend apporter la liberté se transforme très vite en loi qui génère de l'auto-exclusion, en fait. Voilà, ça c'est très grave. Merci, oui, il y a plusieurs remarques de votre part. Vous qui nous écoutez, vous allez dans ce sens-là. Il y a une question plus technique peut-être pour le médecin qui est avec nous, Paul Régnier-Vigouroux. Est-ce que l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation autorisé par la loi, comment soulage-t-on la personne qui subit ce protocole? Alors, il y a différentes circonstances. C'est vrai que il m'est arrivé, moi, entre guillemets, de prescrire un arrêt alimentaire. En fait, la situation que je vais évoquer, c'est une personne qui avait une atteinte de la maladie d'Alzheimer en phase terminale et qui n'avait plus la déglutition. Donc, perte de la déglutition, si on lui donne à manger par la bouche, elle avale de travers, elle s'étouffe. Donc, à partir de là, il y a deux solutions. Ou bien, on lui met une sonde gastrique et on la gave.
hein, ou bien c'est une des étapes qui conduisent à la fin de vie, hein, et donc la mise en place d'une sonde, pour moi, était dans ce cas-là un geste excessif. Donc, j'ai donné le conseil aux aides-soignantes, on ne la nourrit plus parce qu'elle va faire des fausses routes. En revanche, j'ai mis en place une hydratation, hein, en parois sous-cutanée, ce qui n'est fait que c'est un geste qui n'est pas du tout agressif, qui est facile à mettre en place, et parce qu'évidemment, si elle ne pouvait pas avaler, elle ne pouvait pas ni manger ni boire. J'ai gardé une hydratation, et puis la personne s'est progressivement éteinte. L'hydratation, on peut mettre du glucosé, ce qui fait que le sucre va lui enlever la sensation de faim, hein. Donc elle va pas mourir de faim, elle aura pas faim, elle le sent pas, hein. En revanche, c'est vrai que n'étant pas alimentée, on a de nombreux signes cliniques qui nous permettent de voir si la personne est en souffrance, si elle souffre de sa déshydratation, s'il y a des douleurs, etc. Même si elle ne les exprime pas, on a des gestes et des tests médicaux qui nous permettent de le savoir. Et donc, si c'est ça, on peut soulager la douleur et continuer à diminuer l'hydratation s'il y a besoin, si elle n'est plus utile. Mais de nombreuses situations que j'ai pu constater, l'arrêt ou la diminution importante ou l'arrêt de l'hydratation en fin de vie, tout à fait, hein, dans les derniers jours, n'apportait pas d'inconfort particulier. Hein, et donc c'était vraiment, voilà. Donc ça se fait au cas par cas. Hein. On va pas décréter un arrêt d'hydratation pour tel type de malade ou tel type de malade. C'est évalué au cas par cas. Hein. Donc voilà, pour l'alimentation et pour l'hydratation, c'est le cas par cas qui prime. Hein. Il n'y a pas de règle absolue, ni dans un sens ni dans l'autre. S'acharner à vouloir la nourrir avec des sondes, etc., c'est s'acharner peut-être un peu trop, hein, suivant les cas. En revanche, et chercher à l'hydrater absolument, c'est pareil. Il faut tout s'évaluer. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions, c'est tellement complexe, mais je crois que c'est rassurant aussi de vous entendre, docteur, parce que ça vient. Je crois qu'il y a vraiment cette question d'alimentation et d'hydratation dans le service SOS fin de vie. On reçoit beaucoup de demandes et d'inquiétudes en fait des proches. Voilà. Alors, si je peux me permettre juste pour compléter, quand on est à ce stade-là, hein, quand on décide d'arrêter l'alimentation, quand on décide de diminuer l'hydratation, c'est très très important d'informer et d'accompagner les proches qui sont là. Hein, leur expliquer voilà ce qu'on fait, voilà pourquoi, voilà, etc. Parce que c'est plus à leur niveau, ça va poser question, et il y a de quoi être choqué quand on décide d'arrêter une alimentation. Ça peut être choquant pour quelqu'un qui n'a pas compris ou qui ne sait pas. Merci beaucoup. Voilà, nous avons une autre question qui n'est pas facile. Que peut-on dire à un jeune qui ne voit pas le problème du suicide assisté et de l'euthanasie? Alors peut-être que Tuc de Alderville, vous avez quelques pistes à nous donner. Bien, c'est un petit peu comme pour Paul par rapport à cette question qui aura une réponse très personnelle. Ben, ça dépend du jeune. Et qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un? Ben, il faut d'abord écouter la personne et moi je dirais l'écouter en profondeur pour aller voir la raison pour laquelle il n'y trouve pas de problème. Est-ce que c'est un regard sur des personnes fragiles? Est-ce que c'est une situation qu'il a vécue? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas réfléchi plus loin que ça? Est-ce que c'est parce que il a des raisons, des bonnes raisons, en tout cas? Donc moi, j'écouterai avec bienveillance toutes les bonnes raisons qu'il pourrait avoir et peut-être sur certaines des raisons, ben, je pourrais apporter une réponse. Après, entre une idée et la réalité, je préfère la réalité. Ben, je vais pas forcer cette personne à aller dans un centre de soins palliatifs, etc. Mais on se rend bien compte que quand on a vécu des situations, d'ailleurs, il est fort possible que la revendication d'euthanasie soit aussi le fait de personnes qui ont vécu des situations catastrophiques mal accompagnées, qui disent plus jamais ça. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que cette personne, elle rencontre des personnes qui se sont engagées dans la prévention du suicide, des personnes qui sont engagées dans les soins palliatifs et qu'elle ait des témoignages pour montrer que c'est possible. Parce que derrière, je pense à ce que dit Philippe Pozzo di Borgo, derrière cette idée que certes un primat à l'efficacité, peut-être à l'avoir aussi, sur l'être profond, sur la personne. Moi, j'avais été très frappé de voir
un monsieur qui était il était dans son lit, il avait un drap comme ça sur le menton et il disait c'est incroyable, j'aurais jamais cru que ça puisse me procurer un tel bien-être d'avoir des draps comme ça propres qui me caressent le menton. Moi, je me mets dans des draps propres de temps en temps, mais et c'est frais, c'est vrai, mais j'avais pas la jubilation qu'il exprimait. Et il disait après, avec ma fille, c'est la même chose. Avant, quand elle venait me voir, elle disait papa. Et maintenant, quand elle vient me voir, elle dit papa. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et c'était les mêmes mots, c'était la même intonation. C'est-à-dire qu'il faudrait que ces personnes aient l'expérience, c'est la mienne d'ailleurs, je dois dire, avec mon propre père, de voir combien, dans des moments d'immense vulnérabilité, de souffrance, de peine, parce que de deuil qui se prépare, d'angoisse aussi, etc. Mais dans ces moments-là, il y a des relations qui sont d'une densité parfois inespérée, parfois stupéfiante. Donc, quand on a cette expérience-là, moi, je l'ai eu à titre personnel, je dis, mais comme ça serait dommage de se priver d'aller jusqu'au bout de sa vie. Pourquoi voler la vie vulnérable lorsqu'on voit que la vie vulnérable, c'est encore une vie et parfois, s'il était bien accompagné, parfois une vie d'une densité telle que ça serait vraiment triste d'en priver celui qui part comme ceux qui restent, hein, qui ont besoin aussi de ce passage de témoin. Voilà. Donc, j'aurais envie de lui dire ça, voilà, qu'il goûte la culture de la vulnérabilité et comme le dit Filippo Zodi Borgo, on va se réconcilier avec notre part de vulnérabilité si on accueille celle des autres plutôt que de penser qu'il vaudrait mieux qu'ils ne soient pas parmi nous. Merci beaucoup. J'ai encore une question pour le médecin. Alors, que dire à une personne de 100 ans qui dit ne pas pouvoir mourir du fait de son pacemaker? Oui, bon, là, c'est une réponse que je vais faire à 2 étages. Une première réponse technique, si on lui a mis son pacemaker, c'est qu'elle avait un trouble du rythme cardiaque et que donc elle aurait risqué de faire une hémiplégie, c'est-à-dire voilà, ce qui est plus grave finalement. Et donc là, elle a son pacemaker, c'est pas son pacemaker qui la garde en vie. En fait, le deuxième étage de la question, c'est de lui demander pourquoi elle veut mourir maintenant. Alors, bien sûr, 100 ans, c'est un âge raisonnable, mais au-delà de ça, pourquoi elle n'a plus envie de vivre, hein? Et je crois qu'il faut plus l'accompagner dans ce sens-là que d'accuser le pacemaker qui est pour rien et qui lui permet peut-être d'avoir une qualité de vie, hein, mais à condition qu'elle en profite de cette qualité de vie. Voilà. Merci pour cette si ça satisfait, mais... réponse à 2 étages. Et j'ai encore une question pour vous. Ouais. Avez-vous rencontré des situations où la douleur était si forte que les produits existants n'arrivaient pas à la diminuer? Alors, j'ai une situation qui m'est arrivée comme ça, oui. C'était une dame de 45 ans. Elle m'a marqué, ça a été particulièrement difficile parce que c'était un cancer du pancréas envahissant et qui avait envahi tout le plexus, donc c'est de la technique, mais qui avait envahi toute une zone nerveuse du dos. Hein, et c'était des douleurs, mais qui étaient absolument atroces. Et donc, quand on l'a prise en charge à ce moment-là, c'était évidemment une situation qui était hyper urgente pour nous. On a mis en place un traitement âgé. Alors d'abord, on l'a sédatée parce qu'on pouvait pas la laisser dans cette situation-là. On a mis entre guillemets, lui maintenait une espèce de somnolence, de torpeur. Hein, là, et dès qu'on diminue un petit peu, elle recommencer à se tordre de douleur. Enfin, vraiment, on avait des signes de la douleur. Donc, le seul soulagement qu'on a eu, ça a été des antalgiques forte dose accompagnée d'une sédation. Mais elle est décédée, bien sûr, de son cancer, mais elle est décédée sans signe de douleur. Donc, les douleurs, on avait réussi à les soulager. Hein, mais malheureusement, sans conserver la conscience, ce qui est aussi un des buts de l'accompagnement, que la personne puisse être là encore et vivre ses derniers moments. Voilà. Merci encore. Je crois qu'il est l'heure pour chacun de nous d'aller nous reposer. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors pour conclure, je voudrais vraiment remercier Claire Dirks et son témoignage si poignant. Le docteur Paul Régnier-Vigourou avec tous ces mots peut-être très rassurants sur nous montrer que la fin de vie, ça peut bien se passer et qu'il y a, voilà, et qui, bon, peut-être faut revendiquer
des moyens et moins de disparité dans la présence des soins palliatifs sur le territoire français, mais que quand les moyens sont là, il y a beaucoup de... Voilà, la loi actuelle est suffisamment bien faite pour répondre à beaucoup de solutions. Et puis merci aussi Tugdual Derville pour les nombreuses pistes et éclairages que vous nous avez donnés sur le débat actuel. Voilà, avant de nous quitter, je rappelle juste peut-être la mobilisation du collectif Soulager mais pas tuer ce mardi 18 octobre. Voilà, vous êtes tous bienvenus. Ce sera autour de la journée de lutte contre journée mondiale de lutte contre la douleur. Et c'est l'occasion de faire parler du collectif Soulager mais pas tuer. Mais si vous ne pouvez pas être présent physiquement, c'est aussi l'occasion de relayer sur les réseaux sociaux cette action et peut-être les vidéos pédagogiques que le collectif produit régulièrement. Voilà, je remercie encore chacun de vous. Oui, n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas pu suivre ou bien pour qui parfois la connexion n'a pas toujours été excellente, vous trouverez le replay de notre webinaire dès demain. Voilà. Et puis nous répondrons aussi à vos questions dans une foire aux questions, celles auxquelles nous n'avons pas pu répondre ce soir. Nous essaierons d'y donner une réponse écrite voilà, dans les prochains jours ou semaines qui viennent. Voilà, dans la file de la discussion, vous voyez les liens sur lesquels vous trouverez le replay et les réponses à vos questions. Voilà, merci à tous parce que c'est aussi voilà, grâce à votre participation que voilà, toutes vos questions qui ont permis d'approfondir nos échanges et notre réflexion. Et puis